Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'expliquer en quoi l'économie de la connaissance et l'action sur le capital humain est un élément qui peut être central dans la constitution, soit de la tricontinentale, soit dans d'autres opérations régionales du type Union pour la Méditerranée. La première réflexion que je ferai, c'est sur les limites des dispositifs actuels. Nous arrivons à faire des grandes réunions, nous arrivons à produire du symbole. Généralement, nous ne voulons plus d'institutions, parce qu'il y en a beaucoup, j'ai entendu ça encore hier. Nous mobilisons la société civile, ce qui fait que les uns et les autres, on se rencontre presque 2-3 fois par mois dans des discussions sur ces espaces régionaux. Mais entre les deux, nous ne faisons rien. Et généralement, ça se traduit par une zone de libre-échange avec un transfert financier gratuit ou non bilatéral et jamais d'action multilatérale. Et là, j'ai un bon exemple en tête, évidemment, c'est le blocage actuel de l'Union pour la Méditerranée et c'est le fonctionnement de l'euro-méditerranée. Alors, moi, il me semble que c'est parce que nous n'arrivons pas à traiter les problèmes fondamentaux ou que nous ne voulons pas les traiter. Et là, je pense que l'économie de la connaissance est un excellent vecteur pour se poser des questions fondamentales et aller un peu au-delà de nos réunions stratégiques et pluridisciplinaires ou de nos réunions société civile. Au fond, quel est le problème ? Qu'est-ce que c'est l'économie de la connaissance ? L'économie de la connaissance, c'est la possibilité d'avoir de la croissance. Excusez-moi, je suis économiste, mais chacun ne peut parler que de là où il est. C'est la possibilité d'avoir de la croissance sans capital, c'est-à-dire avec des zones très faibles de capital. C'est ça l'économie de la connaissance. C'est-à-dire que vous avez de la productivité, de la valeur ajoutée, avec des doses faibles de capital, c'est-à-dire sans substitution du capital au travail. Autrement dit, vous ne mettez pas des machines à la place des hommes. C'est l'innovation, c'est le dynamisme, c'est l'organisation, c'est l'utilisation des TIC, etc., qui vous donne de la croissance. Alors, c'est très important d'avoir ça. C'est très important parce que ça développe les services, et tout le monde sait que la valeur ajoutée dans les 30 prochaines années se fera sur les services. Ça développe donc les services. Deuxièmement, ça rapproche les hommes et les femmes. Et troisièmement, ça facilite la gestion macroéconomique énormément. Je ne crois pas du tout à un monde parfait où les gens s'entendraient à partir des grandes discussions dans les enceintes internationales. Je crois que l'économie mondiale va continuer à se constituer sur la concurrence, la compétitivité, etc. Une compétitivité honnête si possible. Or, vous êtes bien placé dans la compétitivité, pour faire court, si vous avez de la productivité forte, parce que vous pouvez avoir un salaire minimum fort. C'est le cas du Maroc. Le Maroc, aujourd'hui, a un salaire minimum qui est 1,5 fois le salaire minimum de la Bulgarie ou de la Roumanie qui vont rentrer en Europe. Donc, il n'y a pas 36 solutions pour garder ce niveau du salaire minimum et le taux de pauvreté au Maroc, c'est vrai, pour tous les pays de la zone méditerranéenne, où vous dépréciez votre monnaie, votre dirham, où vous gagnez en productivité. Et c'est évidemment en productivité qu'il faut gagner. Et si possible, il faut gagner en productivité sans mettre des machines à la place des caissières dans les supermarchés. Voilà ce qu'il faut arriver à faire. Et ça, c'est l'économie de la connaissance qui vous produit ça. Donc, c'est une nécessité absolue, pour les pays du type pays méditerranéen, pour les pays d'Amérique latine, de gagner en productivité. C'est ça qui créera leur indépendance, leur créativité et qui leur permettra de monter dans les hiérarchies mondiales. C'est aussi une clé, l'économie de la connaissance, c'est aussi une clé pour inventer de nouveaux processus de production, de nouveaux modes d'organisation. Et là, je pose la question, qui peut me citer un savant en Méditerranée? Qui peut me citer un savant? Et je ne parle pas seulement de la Méditerranée Sud, je parle de la Méditerranée Nord. Depuis qu'on a martyrisé Servet, qu'on a martyrisé Galilée, qui a dû se réfugier chez l'archevêque de Sienne, tous les savants sont partis au Trinity College de Cambridge. C'est-à-dire le monde méditerranéen, c'est un monde romantique.
Le savant dans le monde méditerranéen n'est pas reconnu. Le technicien n'est pas reconnu. Moi, il m'arrive d'être d'une tristesse infinie quand je vois un très grand mathématicien, c'est pas au Maroc, je ne citerai pas le pays, qui n'aspire qu'à une chose, c'est être recteur ou directeur d'administration centrale. Où sont nos savants? Nos sociétés ne savent pas reconnaître la technicité et la créativité scientifique. Elles ne les reconnaissent pas dans la hiérarchie sociale. Elles reconnaissent les administratifs. Ce sont des sociétés romantiques. Ce ne sont pas des sociétés scientifiques. Et ça, c'est évidemment, on a donné un très mauvais exemple, nous au Nord, avec ce qu'on a fait dans les guerres de religion, à l'époque de l'Inquisition, etc. On a même manqué la révolution industrielle à cause de ça. Nos savants sont partis en Angleterre, au moment où on les brûlait sur le bûcher, parce qu'ils inventaient, ils découvraient la petite circulation sanguine. Et ça a continué. Donc il y a un deuxième problème absolument fondamental. Quelle est la place qu'on va donner dans la hiérarchie sociale, quelles sont les représentations qu'on va donner aux chercheurs, aux savants, aux scientifiques, à l'ingénieur. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on a un certain retard. Alors, le troisième problème, c'est les niveaux intermédiaires. Même dans les pays aujourd'hui qui font de la productivité globale, qui ont de l'économie de la connaissance, là je vais citer, je pense à la Tunisie par exemple, c'est le pays avec la Jordanie et la Turquie qui a le plus de dynamique organisationnelle dans le sens que je viens de dire, 2,5 points de croissance. À l'inverse, vous avez évidemment l'Algérie. L'Algérie a 10% de croissance d'investissement, 7% de croissance du produit. Ça veut dire que dans ce pays, vous mettez $1 de plus, vous avez la productivité qui baisse. C'est évidemment le contraire en Tunisie. Ceci dit, même avec ce succès-là, le Tunisie a 40% de chômage des diplômés. Et il y a des spécialisations qui sont en train tellement bas de gamme que la valeur ajoutée dans les pôles technologiques, dans les autres franges, elle repart en Europe ou elle repart dans les grandes sociétés internationales. Donc là, il y a un problème de développement des niveaux intermédiaires. La grille des qualifications, que ce soit en Amérique latine ou chez nous, c'est une grille des qualifications hypertrophiée aux deux bouts. Il y a des ingénieurs de très bon niveau, des chefs, et puis vous avez une main-d'œuvre de très bas niveau. Vous n'avez pas les catégories intermédiaires. C'est-à-dire qu'on ne valorise pas le technicien, on ne valorise pas le contremaître, on ne valorise pas les catégories intermédiaires. Le pays qui nous donne l'exemple de ce qu'il faut faire, c'est évidemment l'Allemagne. Donc là, il y a un énorme travail à faire sur les catégories intermédiaires. Enfin, il y a un travail à faire sur les bas niveaux de qualification. Il y a 20% de jeunes gens qui sortent du système éducatif sans diplôme. D'ailleurs, en France, il y en a 150 000 par an. Moi, j'ai inventé les écoles de deuxième chance, président de celle de Marseille. Je vois bien ce que je vois arriver dans l'école de deuxième chance à Marseille. Je vois d'arriver des gamins de 18 ans, des quartiers nord de Marseille qui ne savent plus tenir un crayon. Ils sont au chômage à 70%. C'est évidemment ça le problème des banlieues en France et en Europe. C'est cette population qu'on produit sans aucun diplôme et qui est dans nos banlieues. Évidemment, ça pose des problèmes du point de vue de la mobilité. Donc, il y a un dernier niveau, c'est ce niveau-là. Et dans les pays méditerranéens, c'est 20%. Donc, il faut remédier à ça. Alors, je terminerai. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, je pense qu'on peut faire des choses qui coûtent rien. Du tout. Qui n'a pas su faire l'Europe. Je vais vous donner 3 idées. Première idée, pourquoi on ne se met pas d'accord sur un socle de compétences de base à la fin de la scolarité obligatoire? C'est très simple. Vous le mettez sur informatique, il y est d'ailleurs, ça a été fabriqué avec IBM, etc. Puis vous dites qu'il n'y aura plus dans aucun pays de votre tricontinental un pays où on ne garantira pas qu'à la fin de la scolarité obligatoire, tous les gamins et les jeunes filles aient ce socle. Le coût est nul. Pour faire ça, il suffit de réunir les hauts conseils d'éducation 3 fois. Vous discutez ce que vous mettez dans les mathématiques, vous demandez si vous mettez la trigonométrie au niveau de la fin du collège ou pas, vous prenez l'informatique, le permis de conduire informatique, tout le monde a fabriqué ça, l'Europe en a un, le Japon en a un, il y en a partout, vous rajoutez la langue nationale et vous rajoutez une langue étrangère. Vous vérifiez ça et vous garantissez ça pour tout le monde, 100%. Et vous laissez évidemment à côté la possibilité de faire l'histoire nationale, l'étude des religions, les arts plastiques, etc. Vous pouvez faire autre chose. Mais le socle minimum, il faut absolument le donner. Moi, je suis absolument stupéfait dans mon pays
de voir que le modèle républicain français, chaque année, sort 150 000 gamins qui ne savent plus faire une division. Ils ne savent pas faire une division. Ça, c'est relativement facile à faire. Il suffit de le décider. Certains pays l'ont fait, mais il n'y a qu'à le mettre le même. Ce jour-là, vous changez immédiatement les conditions de la mobilité, évidemment. Si on est sûr de voir arriver quelqu'un dans un pays qui a le socle de base, on est sûr qu'il pourra passer son permis de conduire, répondre à une demande, lire le mode d'emploi de son mobile, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, pourquoi on n'irait pas plus loin? Pourquoi on ne développerait pas une approche compétence? Par exemple, on a eu une interministérielle, nous, en décembre, sur l'UPM. On a été lancée l'idée d'un système régional de qualification. Nous avons chaque pays un grand livre, en France ça s'appelle le ROM, on vous explique ce que c'est le métier de couvreur, le métier de plombier, le métier d'infirmière, etc., avec les compétences derrière. On a tous le même livre. Pourquoi on ne ferait pas un seul livre pour les pays qui se mettraient d'accord? Là encore, il suffit de réunir les directions de qualification. D'ailleurs, le Marocain, votre responsable au Maroc, le secrétaire général du ministère du Travail, était tout à fait d'accord de faire ça. Il suffit de s'asseoir autour d'une table et dire qu'est-ce que doit savoir un plombier, qu'est-ce que doit savoir une infirmière, qu'est-ce que doit savoir, etc. On met ça en place, on le reconnaît partout. Vous vous rendez compte l'impact que ça aurait sur la mobilité? Là encore, ça coûte rien du tout. Il faut 15 réunions, il faut un accord politique, il faut 15 réunions des responsables des qualifications dans les pays. Alors vous me direz, il y a des professions qui s'y prêtent pas, mais ne touchons pas à ces professions-là. Prenons les professions techniques, professionnelles dont on a besoin. Je ne crois pas du tout au brain drain, je crois au brain gain. Si on multiplie par 2 ou 3 la production de qualifications intermédiaires, la production d'ingénieurs, etc., il est tout à fait clair qu'on aura des diasporas et des réseaux beaucoup plus efficaces et que tout le monde s'y retrouvera. Moi, quand je vais à l'hôpital Nord à Marseille, le chef de service de cardiologie, c'est un Maghrébin. Hein, le seul problème, c'est quand il vient, il faut qu'il y ait le même à Rabat ou à Alger. Donc, il faut multiplier ces créations. Enfin, dernier point, j'ai donné 3 exemples. Ces 3 exemples ne coûtent rien. Moi, ma position, après 20 ans de travail sur ces régions, c'est que si on n'est pas capable de faire ça, on n'ira pas plus loin. Voilà ma position. C'est-à-dire qu'on fera des colloques, on réunira, on fera des grandes institutions, on prendra des décisions, mais on n'est pas capable de se mettre d'accord sur le socle de base, se mettre d'accord sur les métiers intermédiaires, et je rajouterai les nouveaux métiers, on a parlé d'environnement. Qui connaît aujourd'hui les 50 métiers d'avenir dans l'environnement? Avec les 1000 compétences liées, c'est un travail très facile à faire, il suffit de se mettre d'accord. Quels sont les métiers? Moi, quand je téléphone à mon président de région, il me dit, j'ai pas un urbaniste dans toute ma région qui est capable, qui donne les permis de conduire, qui connaît quoi que ce soit en environnement. Formons-les. Travaillons en réseau. Mettons 10 institutions en réseau pour former à ces métiers. Créons des nouveaux masters. On aura ces métiers-là. Et à ce moment-là, vous changez complètement la donne, évidemment, pour la mobilité et l'immigration. La donne change du tout au tout. Il suffit de travailler en réseau, de se mettre d'accord, et on doit pouvoir le faire avec l'Amérique latine, avec le Brésil, avec le Mexique, avec nous. Et dernier point, l'exemple est asiatique, évidemment. Quand on voit l'effort qu'ont fait les Coréens du Sud, les Japonais, Singapour, la Malaisie, etc. en formation, on est très nettement en retard dans le monde latino-américain et dans le monde méditerranéen. Donc je crois qu'il faut faire ces efforts. Je terminerai en disant que j'ai aucun souci, moi, pour les masters en business ou pour les ingénieurs. Ça circule. Ce qui ne circule pas, c'est les catégories relativement basses et les catégories intermédiaires. Je vous remercie.